Bonjour à tous, je m'appelle Lionel Barret, ça fait à peu près 25 ans que je code. Et au bout de quelques années, j'ai commencé à coder des très gros projets. J'ai travaillé dans un studio de jeux vidéo. Et quand j'ai dit à son directeur technique, Tim, qui est par ailleurs un de mes meilleurs amis, que j'adorais Python, il m'a regardé un long moment. Il m'a dit Python, c'est de la merde. Alors Tim, puisque c'est de lui qu'on parle, c'est une vraie personne, vient du monde du C++, de la 3D, du jeu vidéo, et ainsi de suite, et donc a une perspective particulière sur ce que doit être un langage. Dans son cas, on ne gaspille pas les ressources machines, les millisecondes, quand il y a 10 millions de triangles affichés à l'écran, il y a plein de choses dans le jeu qu'il faut faire tourner, vous avez une perspective particulière sur ce que doit être un langage. Et Tim avait 3 reproches principaux à faire à Python. Le premier, c'est que Python, c'est lent. C'est 20 fois plus lent que le C. Et il y a un coût fixe à chaque fois que vous créez, que vous appelez une fonction supplémentaire. Vous avez déjà un problème. Le deuxième problème, qui est un peu assez lent, c'est que Python est un langage, d'après Tim, un langage pourri. On voit là que Tim a beaucoup de tact. Et donc, en particulier parce qu'il n'y avait pas de vérification de type. Il n'y avait pas de type statique comme on en retrouve en Java ou en C++, avec lequel il était familier. Et puis le troisième reproche, qui était un peu différent, sur l'ouverture au monde, Python n'était pas dans le navigateur, contrairement à JavaScript. Voilà. Alors Tim est vraiment un type brillant. Et régulièrement, dans le studio de jeux vidéo dans lequel il travaille, on lui donne des missions impossibles. C'est-à-dire qu'on va le voir, on dit écoute Tim, on sait que la discussion va être un peu difficile, mais on va lui donner une mission impossible. Et 3/4 du temps, il y arrive. Et dans une de ces missions, il a dû travailler en Python. Et un jour, 2 ans plus tard, on s'est retrouvés dans un bar, tous les deux. On a regardé un long moment. Il m'a dit, tu sais, en fait, Python, ça rocks Python. Et on a tous les deux repris le mien. Alors, 2 types dans un bar, pas le sommet de la rigueur scientifique. Mais ça pose question comment quelqu'un change d'avis, quelqu'un de brillant change d'avis sur un langage tel que Python. Et c'est ces 3 reproches que je vais essayer d'adresser aujourd'hui pour vous introduire à ce qu'apporte. Alors donc effectivement, Python n'est pas dans le navigateur. Par contre, il est sur le serveur. D'accord? L'usage peut-être le plus commun de Python, celui auquel vous êtes le plus familier au Blend, c'est que Python tourne sur le serveur. Vous avez sur le client, dans votre navigateur du JavaScript. Sur le serveur, vous avez un joli poney, avec des ailes en plus, qui est du Python. Et les deux dialoguent par le biais d'agents. Voilà. Donc ça, c'est le schéma classique dans lequel on utilise Python. Et il y a quantité d'entreprises qui utilisent ce schéma-là. On pourrait citer YouTube, par exemple, pour tout le back-end qui a été créé en Python. On pourrait citer Dropbox, on pourrait citer Google, on pourrait citer Bitbucket, et encore beaucoup d'autres. Donc je vais m'arrêter au bout d'un moment. Mais c'est un schéma extrêmement répandu et extrêmement robuste. Qui existe et qui est assez connu. On connaît Python surtout pour ça. Mais en fait, Python est partout. Partout ailleurs. C'est-à-dire que si vous avez une distribution Linux, vous avez Python dessus, de base. Pardon, excusez-moi, une notification. Donc si vous travaillez en Debian, Ubuntu, je crois que Red Hat le fait aussi, vous avez Python installé de base. Et donc il y a quantité d'opérations d'administration système qui se font en Python parce que c'est quand même mieux que le Bash. Il y a des applications desktop qui se font. Alors c'est pas l'utilisation la plus commune, mais il y a pas mal d'applications desktop qui sont faites en Python, encore aujourd'hui. Et puis surtout, il y a quantité de gens qui travaillent en big data ou en sciences avec Python. D'une part parce que vous avez des gens qui ne sont pas des codeurs professionnels,
des scientifiques, voire même, je connais j'ai l'exemple de policiers scientifiques américains qui utilisent Python pour leurs analyses. Les pétroliers utilisent énormément Python pour de l'analyse de données. Et donc on a tout un univers qu'on ne soupçonne pas forcément, qui utilise Python de manière très intensive pour obtenir des résultats soit scientifiques, soit type j'aime pas gros mots, mais passons. Et puis, quelque chose d'encore plus surprenant, le monde de la 3D utilise massivement Python. Et quand je dis massivement Python, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont des ingénieurs 3D qui ne codent qu'en Python. Si vous allez sur les annonces de recrutement de Disney, Pixar, ILM et compagnie, on va vous demander deux choses, une troisième optionnelle. La première, si vous connaissiez le concept de 3D, vertex et ainsi de suite, shader, ok. La deuxième, que vous connaissiez Python. Et la troisième, que vous connaissiez peut-être C++. Aujourd'hui, Disney est l'un des sponsors les plus investis dans tous les salons Python. Enfin, en tout cas, les plus élevés, c'est-à-dire PyCon aux US et EuroPython en Europe. Et ils envoient un type chaque année faire leur propagande pour dire venez chez nous, vous verrez, on fait des films en Python. Et tout ça c'est possible parce que les logiciels, alors je ne vous donne pas la liste de tout ce que se fait Disney avec Python, hein, ça va de la facturation jusqu'à l'image finale. Mais si on se concentre juste sur l'aspect 3D, tout ça est possible parce que les mastodontes du marché en termes logiciels, c'est-à-dire Maya, 3ds Max et ainsi de suite, ont intégré Python dans leur logiciel. Quand vous avez Maya, en fait, à l'intérieur de Maya, vous avez une console Python avec toute la puissance du langage qui est capable de manipuler Maya comme le ferait un clic de souris. Toutes les opérations faisables par l'utilisateur sont faisables par un script Python. C'est évidemment très intéressant parce qu'il y a quantité d'opérations quand vous êtes dans de la 3D qui sont répétitives. Si vous voulez créer une ville, par exemple, et placer tous les lampadaires, le faire à la main, vous pouvez le faire. Si vous avez un script, c'est mieux. Et Blender, la version open source, a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que quand je change de fenêtre, c'est pas celui-là que je voulais. Voilà. Blender a fait exactement la même chose. Donc Blender, c'est la version open source d'un logiciel 3D professionnel. On fait des films aussi avec Blender. Et donc, si je veux par exemple ajouter un cube ici, donc là vous voyez il y a un cube qui s'est ajouté, j'ai cliqué sur un menu. En fait cette opération correspond à une commande Python. C'est-à-dire que moi j'ai eu l'impression de cliquer sur un menu et ainsi de suite. Non, ce que j'ai fait, j'ai appelé une API Python qui elle a fait le boulot. À tel point, si vous voulez vous amuser, vous pouvez coder dans Blender. C'est-à-dire que vous avez une console Python disponible. On va venir sur la syntaxe dans un instant. Une console Python disponible qui vous permet de manipuler de la 3D de manière facile. Alors l'écran est un peu petit. Je vais essayer que vous voyez quelque chose. Donc là, en fait, dans le bout de texte que vous voyez sur le bas, je fais à peu près la même chose que j'ai fait avec mon clic de souris tout à l'heure, c'est-à-dire que je crée des cubes, des sphères et ainsi de suite. Simplement, vu que je profite de Python, je suis capable de faire des boucles et ainsi de suite. Et là, vous voyez pas grand-chose en fait. Résumé, voilà. Donc j'ai créé une espèce de fractal, c'est-à-dire que vous avez un gros cube, et sur chacun des sommets du gros cube, j'ai créé un cube un peu plus petit, sur chacun des sommets du cube un peu plus petit, j'ai créé encore un cube tout petit. Et pareil pour le cercle qui est juste à côté.
Et donc ça, c'est peut-être la manière la plus directe de commencer du Python. C'est-à-dire que si vous voulez juste vous amuser, vous avez 15 ans, vous appelez Jean-Luc, vous aimeriez avoir une barbe, mais vous ne l'avez pas encore, vous pouvez commencer à travailler en Python. Et ce qui est remarquable, c'est cette ubiquité de Python. D'ailleurs, vous connaissez peut-être la partie web, et on se retrouve à parler de champs pétrolifères sur lesquels on doit faire des analyses statistiques. Ou de la façon dont vous allez gérer votre machine, parce qu'il faut démarrer, arrêter certains services. Ou enfin, vous avez envie de vous amuser et faire de la 3D. Quand je dis la 3D, ce n'est pas le seul domaine spécifique. Les systèmes d'information géographique utilisent massivement Python sur le même modèle. Alors, comment ça marche? Comment c'est possible de se retrouver avec Python de partout? La réponse, c'est que Python triche. Python est un gars cool qui est prêt à parler avec tout le monde. Et donc, si on regarde, alors, l'image est trop haute pour que vous la voyez complètement. Hop, hop, hop. Voilà, il reste malgré tout assez grand. Donc, tout en bas, vous avez votre couche matérielle. Au-dessus, vous avez votre operating system. Et au-dessus, vous avez vos librairies C, C++, parce que c'est comme ça que c'est programmé, et Python. Python est un programme qui a été écrit en C, qui exécute d'autres programmes. Et au-dessus de Python, vous avez les librairies qui ont été écrites en Python, et tout en haut, vous avez votre application Python. C'est ce schéma qui a permis à Python d'être très répandu et d'être intégré dans plein de logiciels parce qu'il communique de manière facile, élégante, avec tout ce qui est préexistant. Et donc vous avez deux choix. Soit vous avez des composants à vous que vous voulez encapsuler, d'accord, et le manipuler avec du Python, parce que c'est quand même beaucoup plus simple, plutôt que de compiler un plugin C++ pour ceux qui ont essayé. Ou alors vous intégrez Python à un logiciel existant. C'est comme ça que ça se fait. Le fait que Python dialogue aussi avec tout le monde, ça explique aussi qu'il dialogue avec tous les web serveurs du monde, mais je reviendrai tout à l'heure. Donc, on a vu, Python, ce n'était pas dans le navigateur, mais c'était à peu près partout ailleurs. Le deuxième reproche que faisait-il, c'est de dire Python, c'est lent. Et objectivement, si on regarde le temps de chaque fonction, c'est vrai. Sauf que ça n'a pas beaucoup d'importance. Python est rapide pour vous. C'est-à-dire que ce que vous apporte Python, ce n'est pas la rapidité de l'exécution. C'est la rapidité de conception. Et le fait que vous soyez capable de produire un programme rapidement, pas que le programme soit exécuté rapidement. Si vous travaillez pour faire des logiciels qui vont être embarqués dans des trains, des avions, que sais-je encore, vous avez besoin d'un logiciel sans doute rapide, fiable. Vous avez des contraintes très très fortes du fait de votre projet. Mais c'est des projets assez rares. La majorité du temps, vous voulez trouver avant tout une solution à un problème donné. Et dans ce sens, Python est très rapide. Là, pour le coup, c'est un peu petit. Mieux comme ça? Oui, c'est bon. En fait, j'ai pas beaucoup de choses à dire parce que la rapidité la plus importante, c'est la rapidité d'apprentissage. L'avantage, c'est que vous connaissez Python. C'est-à-dire que là, si on regarde rapidement la syntaxe, dans la partie haute, je définis une fonction qui prend deux paramètres, une liste, d'accord, et puis un maximum, puis on filtre. Donc on fait une boucle sur chacune des valeurs de la liste. Si la valeur est inférieure au maximum qu'on fournit, qui est l'autre paramètre, on l'ajoute à une liste de résultats et puis on retourne la liste de résultats. La syntaxe a été travaillée pour être la plus simple possible. Un ami à qui je montrais cette démo il y a quelques temps me disait en fait, lui parlait de dire que quand on travaille dans beaucoup de langages, quand on revient à Python, en fait on ne se pose pas de questions. On sait comment ça fait, c'est assez intuitif. Lui travaille souvent sur plein de langages différents. Et c'est assez confortable de se dire, voilà, pourquoi au fait on met des accolades?
Vous vous rappelez pourquoi on met des accolades dans les langages, dans tous les autres langages? Et pourquoi on indente et on met les accolades? Voilà. C'est le type de question que Python a répondu, parce qu'en Python, l'indentation est significative. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre les accolades et d'indenter, simplement vous indentez. Il y a peut-être deux choses qui sont un peu particulières. Vous mettez 2 points pour démarrer un scope. Donc on voit au bout de la fonction, vous mettez 2 points, après le for, après le if. Et puis, toutes les méthodes passent l'instance en premier paramètre. C'est pour ça qu'on l'appelle set. Voilà. Mais tout le reste, c'est focalisé sur une chose, le fait que ça soit le plus lisible possible. Et que la personne qui découvre la syntaxe soit productive en un après-midi. Alors, hop. Et c'est pas moi qui le dis, en fait, c'est pas que moi qui le dis en tout cas. Ça, c'est des citations de Peter Norvig, qui est le directeur R&D de Google, qui a eu une carrière universitaire assez brillante, et qui explique que d'après son expérience, aussi bien en tant qu'universitaire ou en tant que, on va dire, directeur technique, Python est un très bon choix parce que c'est le meilleur pseudocode. Et donc les barrières entre ce que vous avez dans la tête et ce que vous voulez écrire sont les plus faibles, d'une part. Et d'autre part, que les choses qui devraient être simples ont déjà été réfléchies. Et que même des choses extrêmement difficiles sont quand même faisables beaucoup plus que dans d'autres langages. Donc on a un gros avantage entre eux. Alors les premières étapes, si vous voulez vous mettre à Python, c'est simple, vous téléchargez Python. Vous allez récupérer l'interpréteur dont je parlais tout à l'heure et la librairie standard. Vous devez récupérer pip et v1. Alors pip, c'est un tout petit bout de script qui va télécharger des librairies sur l'index des packages de Python. D'accord? Donc vous tapez pip quelque chose, ça va aller récupérer la librairie et l'installer sur votre machine. Vous n'avez pas besoin de chercher, la télécharger, le machin et ainsi de suite. Et pip permet même une forme d'automatisation qu'on verra tout à l'heure, c'est-à-dire d'installer toutes les dépendances d'une application. V1, c'est l'autre partie. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je vous ai montré comment était construit Python, vous voyez bien que les fichiers Python, pour être exécutés, ont toujours besoin de l'interpréteur. Parce que Python est un interpréteur, donc il exécute des fichiers de commande, quasiment ligne à ligne, c'est une simplification dans l'image. Et donc, pour qu'une application Python fonctionne, il faut l'interpréteur. Mais vous pouvez avoir différentes applications Python avec des dépendances différentes. Et le cas problématique, c'est quand vous avez une première application qui a besoin d'une certaine version d'une librairie et une deuxième application qui a besoin d'une autre version de la même librairie. Là, vous vous retrouvez dans une situation compliquée parce que vous avez besoin d'un interpréteur. Et si vous prenez le même interpréteur, il va avoir un conflit, c'est-à-dire l'une des deux applications ne va pas fonctionner. Les environnements virtuels, ça vous permet de travailler en silo, c'est-à-dire que pour chaque application, vous avez votre interpréteur avec une version fixée, la librairie standard avec une version fixée qui est liée à l'interpréteur, et vos dépendances qui sont installées dans cet environnement virtuel. Et Pip, dont je parlais à l'instant, respecte cet environnement virtuel et le détecte. Donc quand vous travaillez sur une nouvelle application, en fait vous créez un environnement virtuel correspondant à cette application, vous téléchargez par le biais de Pip l'intégralité des dépendances de cette application, vous faites Python espace main.py, qui est le point d'entrée de votre application, et vous avez terminé. Là aussi, on s'est focalisé sur la simplicité de mise en place. Et PyPy, bon, la notation n'est pas bonne, mais PyPy, c'est un site aussi que vous pouvez chercher. C'est-à-dire que vous avez aussi une référence sur laquelle vous pouvez chercher des packages spécifiques. Et à ce jour, je crois qu'il y en a un peu moins de 70 000. Donc, si on va...
croire sur parole. Isn't connected to internet. Bon, vous devrait me croire sur parole. Donc je monte de l'étage en dessous, ça c'est déconnecté. Mais voilà, et donc vous avez la capacité de trouver, on va dire l'inverse. Il serait très étonnant que sur PyPy, vous ne trouviez pas le package dont vous avez besoin. La librairie standard est extrêmement riche, mais en plus, vous avez des librairies spécifiques qui sont disponibles et qui sont téléchargeables très facilement. Le dernier point, c'est IPython. Alors IPython, on va en parler dans un instant, c'est une manière de coder en live. En anglais, on dit live coding, il n'y a pas vraiment de traduction. Et c'est un point très important parce qu'on ne travaille pas de la même manière quand on est dans d'autres langages qu'en Python. C'est commun, pour être tout à fait honnête, à Ruby, JavaScript et tous les langages interprétés. Simplement, j'assomme le point parce que souvent quand les gens débutent en Python, ils travaillent comme dans d'autres langages. Ils écrivent beaucoup de texte, on run, ils disent est-ce que ça va marcher. Alors, plus vous avez une culture venant de langages statiquement typés, Java, C# et compagnie, plus c'est difficile. Alors qu'ici, l'idée c'est plutôt de travailler en live et d'accumuler des petits blocs de fonctionnalités et de les avoir testés immédiatement. Alors, la sémantique. Moi, quand j'étais étudiant, je ne savais jamais ce que ça voulait dire, sémantique. Il y avait trois qui me disaient, voilà, la sémantique, c'est ça. J'ai mis très longtemps à réellement comprendre ce que c'est. Donc, je fais ce rappel principalement pour moi, l'étudiant. La sémantique, c'est tout ce qu'il y a derrière la syntaxe. D'accord ? Vous avez la manière d'écrire des choses et ce que ça signifie. Ce que ça signifie, c'est la sémantique. Et donc, en Python, tout est un objet. Une fonction est un objet. Un module est un objet. Un package est un objet. Absolument tout est un objet. Et vu que tout est un objet, tout peut être passé en paramètres d'autres fonctions. D'accord ? Il n'y a pas de différence entre un entier, puisque c'est un objet, et une fonction. Et donc, vous prenez une fonction, vous la passez en tant que paramètre d'une autre fonction. Okay. Il y a des noms et des valeurs. Juste une question. Qui travaille majoritairement dans un langage statiquement typé? En C#, Java, C++, tout ça. Bon, vous êtes quelques-uns, vous n'êtes pas très nombreux. Alors, la différence entre Python et les langages statiquement typés, c'est surtout dans ce sens-là, c'est qu'il y a des noms et des valeurs. Dans les langages statiquement typés, on fait une déclaration sur une variable. On dit je déclare un entier i. Donc int, i, point virgule, très bien. En fait, ce qu'on fait, on déclare une box, un espace mémoire. Et le compilateur va pouvoir vérifier sur le texte qu'on assigne réellement un entier dans cet espace. Mais le nom i ne peut être qu'un entier. Alors qu'en Python, un nom est juste un nom. C'est-à-dire qu'un nom peut se référer à une valeur qui est un entier, ou qui est un module, ou qui est un paquet, il n'y a pas de différence. Voilà. Les valeurs, elles, sont typées. D'accord ? Même si elles sont dynamiquement typées, elles sont typées, elles ont un type. Le troisième point, c'est que le runtime is your friend. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire dans un fichier texte, vous pouvez le faire en live. Et donc vous avez intérêt à profiter encore une fois au maximum de cette capacité, parce que si vous êtes directement en contact avec le code, il y a une bonne chance que vous puissiez le manipuler, voir ce qui ne va pas s'il y a un bug, plutôt que d'écrire une grande classe et encore d'espérer que tout se passe bien. Alors, ce qu'on va essayer de faire ensemble, c'est une fractale. J'avais prévu au départ de vous faire un print Hello World. Et puis ensuite, je me suis dit non, on va faire la suite de Fibonacci. Et puis finalement, je me suis dit quand même une fractale, c'est un peu plus fun. C'est un peu plus graphique. Donc, on va essayer ensemble de faire une fractale. En fait, je l'ai déjà faite. Hein. Mais je vais surtout vous montrer le code et comment on l'exécute. Alors, une main. Donc je vais juste me rendre au bon endroit.
là, alors vous voyez la même chose que moi, c'est suffisamment lisible? Non. Qui a dit non? On va changer le fond. Non plus. Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, c'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. D'accord. Merci. Alors, en fait, c'est le spot. Bon, alors, comme je disais, on est dans mon répertoire, donc je vais faire ce qu'on fait pour lancer une application Python. D'accord? J'appelle l'interpréteur et je lui donne son fichier de commande. Dans le cas précis, son fichier de commande s'appelle Windows. Bon, ça marche pas. À votre avis, pourquoi? Alors il me le dit, un porte-error dans le name copy. Bon. En fait, ça marche pas parce que je suis pas dans le bon virtualenv. D'accord? Je n'ai pas les dépendances de respecter. Donc on va essayer de résoudre ce premier problème. Donc je vais créer un environnement virtuel. Je vais appeler blend. Voilà. Donc je fais exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis je vais regarder dans mon répertoire, vous voyez un fichier requirement.txt, qui est une convention dans les applications Python. Et si on regarde, ce fichier, il liste les versions et les librairies dont on a besoin pour cette application. D'accord? Donc il y a Arparse, Clit, Piglet et WSGI-Ref. D'accord? Qui sont nécessaires à l'exécution de cette application. Donc elle ne peut pas fonctionner tant qu'on n'a pas ça. Et donc pour installer les dépendances de mon application, ah oui, j'ai toujours pas internet. C'est cool. C'est vraiment cool. Alors je vais tricher un peu, mais normalement, lorsqu'on fait cette commande, toutes les dépendances sont chargées, sont installées dans votre environnement virtuel. Alors je l'ai déjà fait quand même. Voilà, donc là j'ai changé d'environnement virtuel. Et si je refais la même commande, voilà. On a une jolie fractale qui se dessine à l'écran. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la manière la plus simple pour travailler en Python. C'est-à-dire qu'on crée son environnement virtuel, on commence à travailler, et on génère la liste des dépendances. C'est-à-dire que le requirement.txt, c'est pas moi qui l'ai tapé à la main. C'est-à-dire que par le biais de pip, j'ai installé un certain nombre de librairies, et ensuite j'ai demandé à pip de créer un fichier de texte à partir de cette liste de dépendances. Donc voilà, on a notre première application Python. Si maintenant on regarde le code, alors là je sens que... Alors la personne qui a dit non tout à l'heure, qu'elle se tienne vigilante, est-ce que c'est lisible? Non. Ah, ok, on est d'accord. Est-ce que c'est mieux? Ouais, mieux. Alors, il faut grossir la typo là. C'est grossir la typo. pas possible. Un instant. Je
Je savais pas dans quel sens. J'ai pas vu. Fais juste moyen d'éteindre Ok, donc c'est un peu plus gros. Hop, est-ce que c'est bon là? Est-ce que c'est lisible pour vous? Ou plus gros? Oui. Plus gros? Oui, non. Oui. Il y a eu un oui, assez timide. Alors on va revenir à notre code, parce que là c'est bon. La lumière, c'est bon. Ok, alors, c'est vraiment le code qui vient d'être exécuté. Et vous retrouvez la syntaxe que je vous ai montrée tout à l'heure. Il n'y a pas grand-chose à expliquer. Les premières lignes, j'importe deux modules qui sont délivrés, des dépendances de l'application, et donc de deux manières différentes. Dans le premier cas, j'importe un bout, qui est vector2, qui est une classe, et qui m'apporte certaines fonctionnalités. Et dans le deuxième cas, j'importe tout le module. C'est-à-dire que dans le premier cas, vector2, je vais pouvoir l'utiliser tel quel. Dans le deuxième cas, on le voit quelques lignes plus bas, math. Je vais devoir mettre math, point quelque chose pour utiliser ces fonctionnalités. Quelques lignes plus bas, on crée une fonction, d'accord, qui sont des opérations mathématiques, de rotation d'un vecteur, et ainsi de suite. Et puis, quelques lignes encore plus bas, je crée une classe. Cette classe s'appelle segment. Elle hérite de l'objet de base en Python qui s'appelle object. Et on retrouve quelque chose d'assez régulier, c'est-à-dire que vu que je crée une classe, c'est un scope, un contexte, je mets deux points à la fin de ma phrase. Je crée plusieurs méthodes, dont la méthode d'initialisation, qui ressemble un peu à un constructeur qui n'est pas tout à fait similaire, mais qui fait à peu près la même chose, disons. Et dans chacune des méthodes de la classe, je passe self, qui est l'instance courante en paramètre, et je fais, on va dire, le travail que j'ai à faire. Entre les fonctions et les méthodes, il n'y a vraiment aucune différence, si ce n'est qu'on passe l'instance en premier paramètre, et qu'elle s'appelle self. Alors, ce n'est pas un mot-clé, j'ai envie de dire malheureusement, mais c'est une convention au sein de la communauté Python, de dire, on passe l'instance qui est passée en premier paramètre des méthodes s'appelle self. Ok? Donc là, on fait quelques opérations, ça pourrait être presque dans un autre langage. Il n'y a pas grand-chose qui doit poser question. Alors, le cœur de l'algorithme, il est ici, en fait, dans la fonction step. Donc, la fonction step, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend des segments. Elle prend un segment, elle le transforme en un Y. Elle considère que la partie basse du Y, on n'y touche plus, et puis que chacune des branches du Y vont devoir à leur tour être transformées en un nouveau Y. C'est l'image que vous avez vue tout à l'heure, cette espèce d'arbre qui se construit. Et là, je fais une boucle. Donc la boucle, elle va itérer sur les segments, d'accord? Donc c'est une liste, ou de manière plus générale, un itérable. On a en Python un concept abstrait qui permet de dire sur quel type de choses peut-on faire une boucle. Donc on fait une boucle, on appelle les méthodes que j'ai définies au-dessus parce que la boucle est constituée de segments, et puis je retourne deux listes. Donc les éléments intéressants là, c'est que la boucle est assez simple, et surtout que je peux retourner plusieurs valeurs à la fois, contrairement là aussi à d'autres langues. Et puis la dernière partie, ça c'est que vous pouvez avoir plaisir avec ceux qui sont familiers avec ECMASIS. Je ne vais pas m'apesantir dessus, mais la fonction repeat, en fait, c'est pas une fonction, même si elle y ressemble. Elle utilise yield et non pas return, parce que c'est un itérateur. Et donc, ça va générer des calculs à la demande et pas de manière automatique. Ce qui, dans le cas d'une fractale, est intéressant, parce que sinon, on aurait un calcul très très long qui risquerait d'emporter la machine. Ah, Julien.
Ça, c'est typiquement pour une application bureau. D'accord? Vous la lancez sur votre machine, vous faites des jeux, vous faites des applications Windows, Linux, et ainsi de suite. Sans souci, il vous suffit juste de l'interpréteur pour pouvoir la lancer. Bon. Dans le cas d'application, de serveur d'application web, la chose est un peu différente. Python a établi quelque chose qui s'appelle WSGI, qui est un protocole entre votre code et Apache ou Nginx, qui standardise la façon dont il communique. Ce qui permet d'avoir, d'une part, c'est assez facile pour les différents serveurs de produire cette interface, et de l'autre côté, pour les serveurs d'application, les frameworks web, de respecter cette interface. Donc en Python, vous avez, alors il y en a d'autres, mais il y a 3, il y en a encore plus d'autres, mais il y a Flask, Bottle, Django, Pyramid, WebP et ainsi de suite, qui sont différents frameworks web, qui tous respectent le protocole WSGI, et qui sont, d'une certaine manière, pas interchangeables, mais en tout cas, vous avez la capacité de tous les utiliser. Aujourd'hui, en Python, les deux dominants sont Flask, qui va du simple au médium, et Django, qui va plutôt du médium au complexe. Les gens qui utilisent Python sur le web utilisent ces frameworks souvent en combinaison avec SQL Alchemy, qui est un ORM, donc qui vous simplifie la vie vis-à-vis de votre base de données, et qui mériterait une conf à lui tout seul parce que c'est le meilleur ORM existant, quel que soit le langage. Je ne peux pas vous en dire plus, on rediscute. Et Celery, qui est la dernière brique dans les architectures web, qui va être un gestionnaire de tâches. C'est-à-dire que ça permet de déporter des opérations sur d'autres serveurs. Donc typiquement, vous avez l'envoi d'un mail. Donc une requête HTTP déclenche l'envoi d'un mail, c'est bloquant. Et donc votre serveur web, s'il le fait immédiatement, ça pose problème. Celery va permettre de définir la tâche d'envoyer un mail, de l'envoyer sur un autre serveur, voire sur plusieurs autres serveurs. Et donc comme ça, de garder votre application réactive. Alors Flask, en un slide. Donc Flask, c'est l'un des frameworks dont je vous parlais. C'est une application type MVC, c'est-à-dire un modèle vue contrôleur. Et vous avez là le tout début de votre application. Vous importez Flask, le module. Vous lui passez name, parce qu'on a besoin de name, c'est le nom du module courant. Donc ça va servir à se repérer typiquement quand vous allez vouloir charger des images. Ensuite, vous définissez la route, par le biais d'une annotation un peu particulière, qu'on appelle un décorateur. Et ensuite, vous avez un contrôleur, qui est index, et qui va retourner quelque chose. Alors là, on retourne simplement une chaîne de caractères. Dans les cas plus complexes, on va retourner une template, c'est-à-dire un HTML à trous dans lequel on aura injecté les informations nécessaires. Et tout en bas, on a juste le lancement automatique d'un petit serveur qui va vous servir à tester votre application. Donc, voilà. Ce que j'ai essayé de vous montrer là, c'est qu'en fait, Python, contrairement à ce que disait Tim, c'est pas un langage lent, c'est un langage rapide pour vous. La fractale que je vous ai montrée, je l'ai fait vraiment au fil de l'eau dans une console où j'ai accumulé les petites briques fonctionnelles. Et j'ai pu le faire très rapidement. Je pense que j'ai fait ça en une demi-heure à casser. J'aurais pas pu le faire en C#, j'aurais pas pu le faire en d'autres langages pour principalement les raisons de lisibilité, tous les petits détails qui vous freinent quand vous essayez de poser dans une application une idée. Alors, le dernier reproche de Tim, c'est de dire que Python est un langage pourri. Toujours le tact légendaire. Alors, moi, je suis assez d'accord si on accepte tous les autres langages. C'est un peu comme la démocratie, si vous voulez. C'est le pire système à l'exception de tous les autres. J'ai tendance à croire que Python est à peu près le pire langage si on oublie tous les autres. Alors, je vais commencer par deux exemples. D'une part, pour être un peu de mauvaise foi, un vrai plaisir quand c'est un speaker, un peu intro. Et d'autre part, parce que quand vous commencez un langage, c'est rare que vous veniez de nulle part. Vous avez souvent des expériences dans d'autres langages.
soit dynamiquement, soit statiquement typé. Alors le premier, mon préféré, c'est JavaScript. C'est le langage qui s'en fout. L'expression n'est pas de moi. D'accord. C'est un copain qui fait du Python qui m'a dit ça. Il m'a dit en fait, quand moi j'ai débuté en JavaScript, il m'a dit non, mais le langage il s'en fout. Tu ne donnes pas assez d'arguments, il s'en fout. Il va te renvoyer undefined. Tu en donnes trop, il s'en fout aussi. D'accord. Le contexte, bon, on va s'arranger avec le contexte, on va être souple, et ainsi de suite. Les classes, les modules, tout, en fait, on s'en fout. Alors, un peu de mauvaise foi, je suis d'accord, mais malgré tout, on doit admettre qu'aujourd'hui, si on veut programmer en JavaScript de manière fiable, on est obligé de mettre toute une infrastructure autour de sa base de code. On doit mettre Babel, vous programmez peut-être en CoffeeScript au lieu de travailler en JavaScript directement, et ainsi de suite. On essaye de rattraper toutes ces fonctionnalités. Bon. Pour quelqu'un qui vient de JavaScript, Python, c'est un peu les vacances. Tout ça est là depuis environ 15 ans. Et hier, je regardais la conférence de Christian Portneuf sur ECMA 6. C'est très bien, il a prouvé qu'ECMA 6 est vraiment le top. En fait, c'est une grosse avancée sur JavaScript. En fait, ils ont juste copié Python. À peu près 15 ans de retard. Alors, bon, on va rien dire, parce que JavaScript, c'est quand même un grand monsieur. Il est dans le navigateur. Et donc, en tout cas, pour ceux qui ont une expérience en JavaScript, il faut se dire que tout ce que vous avez rajouté pour fiabiliser votre process de production, c'est déjà dans Python. Donc, c'est les vacances, c'est les fêtes. Il y a une autre différence. C'est qu'en Python, les types sont forts. En JavaScript, un des reproches au langage, c'est que les types sont faibles. Si en JavaScript, vous faites 1 en guillemets plus 1, d'accord? Alors, suivant les types, effectivement, vous pouvez le compenser, mettre des annotations et ainsi de suite. Il va vous dire, ok, pas de souci, je m'en fous. Si vous le faites en Python, c'est une erreur de type. Et donc, c'est peut-être la seule différence fondamentale, on va dire, dans les langages. Donc, Python, c'est un peu le JavaScript qui a bien grandi, qui a fait le bon choix. Non, je ne suis pas de mauvaise foi. Donc voilà. Alors après, vous avez l'autre extrémité du spectre. L'administration soviétique. Je travaille beaucoup en C# en ce moment, donc ça vient du cœur. Je souffre. En C# ou en Java, les types sont statiques, donc on doit les définir pour chaque variable. Alors déjà, il y a un problème de syntaxe. Si vous prenez le code C#, vous commencez par var, le nom de la variable, égale, new, le nom du type, parenthèse ouvrante, parenthèse fermant, point virgule. Bon. Alors déjà, vous dites pourquoi je mets var? Ah oui, parce qu'avant, il fallait mettre le nom du type complet, donc vous le mettez à gauche et à droite. Pourquoi le complet? Oui. Bon. Alors il y a des raisons. Donc, bon, vous avez var, c'est bien. Après, vous avez new. Et tout au bout, vous avez les deux parenthèses qui signifient la création du type. C'est-à-dire que si vous mettez new sans les parenthèses, ça ne marche pas. Si vous mettez les parenthèses sans new, ça ne marche pas non plus. Première fois, ça surprend. Mais de manière plus générale, entre votre idée, ce que vous avez en tête, et ce que vous allez arriver à faire, vous n'allez pouvoir travailler que quand vous avez satisfait le compilateur. Vous allez devoir annoter toutes vos variables avec les types. Ok, très bien. Pas de souci. C'est utile dans certains projets. Mais dans la majorité du temps, sur des projets de taille petite à moyenne, c'est juste un frein. Enfin, vous ne pourrez travailler quand vous serez soumis au compilateur. Alors, il y a d'autres avantages, en particulier la rapidité. Mais souvent, la rapidité, on veut celle du développeur, parce que c'est lui qu'on paye, c'est pas l'ordinateur. Et en plus, il y a des trucs géniaux en Python, là, je peux à peine évoquer. C'est-à-dire que Python a piqué lui aussi des trucs à d'autres langages. Et typiquement, alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer là.
D'accord? On a quelque chose qui s'appelle les listes compréhension. Donc les listes compréhension, c'est quelque chose qui vous permet de faire cette syntaxe. Allez, comme ça. On va remettre une liste. L'exemple est un peu trivial, mais ça permet très facilement de filtrer, transformer des listes et ainsi de suite. Et la syntaxe a été conçue pour que la lecture, si vous êtes un peu anglophone, ça soit on va prendre des éléments de cette liste-là sous cette condition-là. Et ce type de choix ont été faits à travers tout le langage. Il y a une méthode spécifique pour que les objets, vous puissiez contrôler la façon dont ils s'affichent dans la console. Pour le debug, c'est juste un plaisir. C'est-à-dire que la classe segment que vous voyez tout à l'heure, si on fait print de cette classe, elle ne va pas s'afficher de manière générique, elle va s'afficher de manière spécifique à cet objet, plutôt à cette classe. Vous avez des itérateurs, vous avez des générateurs, vous avez un ensemble de fonctionnalités qui peut vous accompagner, en fait, du débutant jusqu'à l'expert. Avec des concepts même un peu chevelus comme les métaclasses. Donc ce n'est pas sous prétexte que c'est un langage simple, accessible, un langage limité. Exactement. Alors, après, vous allez me dire, ok, très bien, Python c'est un langage de script, c'est rapide pour moi, c'est plutôt bien conçu, c'est sur le serveur, on peut faire même plein d'autres trucs, c'est cool. Ok. Et en fait, même pas. Python, parce que c'est une communauté qui, dans sa philosophie, est assez ouverte, a laissé des portes de sortie pour des cas spécifiques. Typiquement, Cython, c'est du Python compilé en C. C'est un module Python que vous téléchargez, vous écrivez du Python, ça compile vers du C. Et effectivement, vous récupérez la vitesse du C. Alors, vous le faites souvent pour des modules spécifiques, parce que dans votre application, vous avez besoin de vitesse à des endroits spécifiques. NumPy, c'est un module dédié à la gestion de tableaux numériques et qui permet de gérer des tableaux huge et qui s'appuie sur la librairie Blast d'Intel, qui est de très bas niveau, extrêmement rapide. Tout est vectorisé et ça dépote. Et donc, à chaque fois que quelqu'un se dit « Ah ouais, j'ai un truc compliqué », non, vous le faites quand même en Python. OpenGL, j'en parle pas, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, la petite fractale, elle s'est affichée avec OpenGL, et vous montrez le code, il fait environ 50 lignes. Donc, ceux qui travaillent un peu en OpenGL, de faire un contexte OpenGL déjà, j'apprends que c'est cette taille. OpenCV, c'est une librairie qui fait de la capture d'image. Donc tous les gens qui font de l'analyse d'image, beaucoup d'entre eux ont travaillé en Python, qui sont marre de ce côté-là. Et vous avez même des choses un peu sioux pour ceux qui aiment s'amuser, c'est-à-dire que vous pouvez manipuler le langage lui-même. Il y a des modules qui vous permettent d'exporter l'arbre, l'AST, donc l'arbre abstrait de syntaxe. On est jamais en fait. Désolé, j'ai attendu la fin. Ouais, c'est ça. C'est monsieur qui faut monter. Et donc il y a des macros. Il y a peu traiter de macros comme en Lisp, comme dans d'autres langages un peu exotiques. Et donc là encore une fois, ce qu'on pensait au départ, c'est qu'on est parti sur un langage un peu simple, facile d'accès et ainsi de suite. Et on se termine avec un langage dans lequel vous pouvez écrire des compilos, faire de la modification d'arbres syntaxiques. Et donc aujourd'hui, si vous vous posez une question d'une application en dehors du navigateur, pour le travail, faites-le. La conclusion, Python est partout, il est rapide, il est simple, et surtout il est utile. Il est utile, et Tim me doit un max de bière.